Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Histoire et Révélation. Aujourd'hui, on va faire un live, on va parler du sujet super intéressant. On va parler les anciennes épopées indiennes du Ramayana et du Mahabharata racontent l'histoire d'une mystérieuse civilisation des singes humanoïdes intelligents connus sous le nom de Vanaras. Après, on va parler de l'histoire de l'Inde et l'une des histoires les plus détaillées à la surface de la planète. On va parler des guerriers volants de la toundra. Ils s'appelaient eux-mêmes la race supérieure, servissaient les étrangers, coupaient la tête d'un seul coup et inventaient des couches. Et le dernier sujet, le secret du mont Romaïma, plat, grâce auquel le monde perdu du Conan Dolé est apparu. Alors, les singes Vanars ont construit un pont sur l'océan il y a 18 000 ans. Les anciennes épopées indiennes, Ramayana et Mahabharata, racontent l'histoire d'une mystérieuse civilisation de singes humanoïdes intelligents connus sous le nom de Vanaras. Ces créatures habitaient les profondeurs des forêts et des jungles et ont été chargées de construire un pont sur l'océan il y a 18 000 ans. L'existence des créatures fantastiques a toujours fait l'objet de discussions scientifiques. Certains pensent qu'ils pouvaient être confondus avec des peuples tribaux, mais les textes sont très spécifiques dans leurs caractéristiques des singes humanoïdes. Vanara, les singes humanoïdes, vivaient il y a des milliers d'années. Le Ramayana mentionne l'armée Vanar qui a joué un rôle clé dans la lutte pour vaincre le roi démon Ravana, Sri Lanka, et le sauvetage de sa femme Sita de prison. Le mot Vanara vient de deux mots sanskrit. Vana signifie forêt et Nara signifie personne. Essentiellement, Vanara signifie l'homme de la forêt. De plus, ces singes humanoïdes auraient une force et une agilité supérieures à celles des humains. L'une des raisons pour laquelle ils ont résisté aux armes démoniaques, on pensait même que certains descendaient directement des dieux. Le plus célèbre et le plus puissant des Varanas était connu sous le nom de Hanuman, étaient les fils de dieu du vent Vayu, le principal divinité hindoue. Connu pour avoir lui-même manifesté des pouvoirs divins, il apparaît en effet dans une autre épopée indienne, le Mahabharata, qui se répète des milliers d'années plus tard, laissant entendre qu'il était immortel. L'érudit B. Vyagasri a écrit dans son journal Voyage de la queue de Treta Yu à Dvapara Yu que Numan a bloqué le chemin de Bhima, un autre héros du Mahabharata, dans les montagnes de Gandhamadana dans l'Himalaya. Il paraît également que dans le Ramayana, lorsque Sita a été kidnappée, Rama s'est avéré incapable d'envoyer son pouvoir de singe
humanoïde à travers l'océan. Le dieu de la mer lui a conseillé de construire un pont sur l'océan. Il a donc reçu l'aide des Varanas. Le pont reliait le continent du Sri Lanka à l'aide de pierres et de rochers qui, selon la description, ressemblaient à des montagnes. Pont d'Adam, preuve de l'existence de Varanas. Peut-on penser que les Varanas ont travaillé pendant 5 jours, complétant un pont de plus de 400 mètres de long? Une fois le travail terminé, l'armée de Rama a traversé l'océan, Ravana, a été vaincue et le site a été sauvé. Ce pont colossal était connu sous le nom de Rama Setu ou pont d'Adam. Cela a été considéré comme un mythe jusqu'à ce que la NASA en publie des images satellites. L'âge exact du pont est difficile à calculer. Le Ramayana estime qu'il a été construit il y a 1,7 million d'années, alors que des études scientifiques montrent que sa construction ne remonte qu'à 18 400 ans. Le docteur Brani Marayana, ancien directeur Geological Survey of India, a examiné la structure, concluant qu'elle avait été fabriquée artificiellement. Lui et son équipe ont foré 10 trous le long de la ligne du pont d'Adam, révélant une couche de grès calcaire, de corail et de matériaux semblables à des rochers à une profondeur de 6 mètres. Lorsque l'équipe a été surpris de trouver une couche de sable meuble d'environ 5 mètres en dessous, puis de formations rocheuses dures plus profondes. Des preuves physiques montrent que l'un des événements du Ramayana est réel. Les Vanaras pourraient-ils être nos anciens ancêtres? Ou, au lieu de cela, pourraient-ils être un autre type d'hominidés qui vivait sur la péninsule indienne il y a des milliers d'années? Alors, donc voilà la première partie. Nous allons aborder le deuxième sujet. Qu'est-ce qui a mis en mouvement l'ancien Vimana? L'histoire de l'Inde est l'une des histoires les plus détaillées à la surface de la planète. Leurs anciens textes sacrés, les Védas, parlent de beaucoup de choses qui peuvent changer la perception du monde. Parmi eux se trouvent des histoires et des légendes sur le soi-disant Vimanas, ancienne machine volante qui aurait existé il y a plus de 6000 ans. Selon les anciens Védas, les Vimanas étaient des véhicules volants des dieux. Il existe de nombreux mythes et légendes incroyables dans l'histoire sur le vol et sur la façon dont les gens ont parcouru de grandes distances dans les airs. Certains de ces mythes sont des histoires sur le tapis volant, le roue Ézéchiel, ou la capacité de Salomon de voyager d'un pays à l'autre en planant dans les cieux. Les Vinamas, également appelés chars de Dieu, sont mentionnés dans diverses légendes chinoises anciennes. Les anciens Vinamas dans le Mahabharata
La mention d'anciens véhicules volants, les Vinamas, peut être trouvée dans le Mahabharata. C'est l'une des deux grandes épopées hindoues anciennes en Shankri. Une citation du Mahabharata se lit comme suite. Par ordre de Rama, le char magnifique, avec un énorme rugissement, est monté sur la montagne de nuages. Un autre passage dit aussi: Bhima a volé avec son Vinama sur, sur un énorme rayon qui brillait comme le soleil et faisait un bruit comme le tonnerre d'un orage. L'ancien Vinama, dans Ramayana, le Ramayana, une autre grande épopée hindoue, mentionne également les soi-disant machines volantes Vinama. Cependant, dans le Ramana, les Vinama, également appelés Astra, avaient la capacité de quitter l'atmosphère terrestre et d'aller dans l'espace. Dans le Ramayana, ce véhicule volant s'appelait Pushkapa Vinama et il est décrit comme suite. Pushpaka Vinama, comme le soleil, et appartenant à mon frère, a été emmené par le puissant Ravana. Ce Vinama aéré est excellent, allant partout à la volonté. Ce char comme un nuage brillant dans le ciel. Et le roi Rama est entré dans elle, un excellent char, à la demande de Raghira, s'éleva dans les couches supérieures de l'atmosphère. Qu'est-ce qui a mis en mouvement l'ancien Vinama? Selon Dilip Kumar Kanjila, dans un article publié en 1985, les anciennes machines volantes appelées Vinamas étaient propulsées par le soi-disant Mercure Vortex Engine. Ce moteur fonctionne soi-disant de manière similaire au concept de propulsion électrique. Ces moteurs auraient permis aux Vinamas de couvrir de vastes distances, atteignant des hauteurs et des vitesses incroyables. Certains textes mythologiques mentionnent même que des voyages interplanétaires étaient possibles sur certains Vinamas construits spécialement à cet effet. Il n'y a aucune preuve scientifique pour soutenir que les Vinamas aient jamais volé ou qu'un tel moteur ait existé. Malgré cela, des milliers de personnes sont convaincues que les mythes et les légendes sur les Vinamas sont vrais. Donc voilà, on va passer au troisième sujet. Alors, le troisième sujet, c'est Chukchi, guerrier volant dans la toundra. Ils sont appelés la race supérieure, ont réduit les hommes en esclavage et coupé la tête d'un seul coup et ont inventé des couches. Dans le folklore de tous les jours, l'image des Chukchi en tant que personne de blague est depuis longtemps ancrée. En effet, à une certaine époque, les Chukchi étaient les plus grands guerriers du Nord. Des tu-mouches intrépides, guerriers, intoxiqués et pourtant une armure incroyable.
Les Chukchi sont un peuple installé dans une vaste zone de la mer de Bering à la rivière Indirica et de l'océan Arctique aux rivières Anadyr et Anuyai. Les ancêtres des Kouchtchi modernes sont apparus dans la toundra au tournant du IVe et IIIe siècle avant notre ère. Le nom Kouchtchi est un mot Kouchtchi appelé Choshu, c'est-à-dire riche en cerfs. C'est ainsi que les éleveurs de rennes locaux se sont présentés aux explorateurs russes au XVIIe siècle. En fait, ce sont des Luoravés-clans, ce qui signifie littéralement de vraies personnes. Un nom aussi impudique n'est pas accidentel. Dans la mythologie du Grand Nord, les Kouchtchi sont les élus des dieux, les races les plus élevées. L'image des Kouchtchi a été mieux décrite par le capitaine D.I. Pawlowski. Les Kouchtchi sont des gens forts, grands, courageux, larges d'épaules, raisonnables, justes, guerriers, aimant la liberté et ne tolérant pas la tromperie, vindicatifs et pendant la guerre étant une situation dangereuse, ils se tuent. En fait, les Tchoukis eux-mêmes étaient divisés en nomades de chefs principalement engagés dans l'élevage de cerfs et en pêchant, sédentaires chasseurs d'animaux marins. Le renne, les Tchoukis étaient les plus préparés et les plus forts et percevaient les sédentaires comme plus faibles et plus choyés, ce qui ne les empêchait pas de s'unir en cas de raid maritime pour voler les mêmes Esquimaux américains. Les Luo-Raveltans s'entraînent depuis l'enfance. Les garçons courus longtemps, chassant les cerfs et les troupeaux de pâturage, ont appris à supporter facilement la faim et la soif, à tirer avec un arc et à se battre avec une lance et un couteau, à porter une armure et à se battre. Ils disent que les jeunes Kouchtchi ont appris à sentir le danger de cette manière. Un parent se faufilait vers le garçon et lui brûlait la peau, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le garçon commence à rebondir à chaque bruissement. Et lors de test final, un père avec un arc s'est glissé derrière le jeune Kouchtchi et lui a tiré une balle dans le dos de manière inattendue. Si le garçon esquivait, il devenait un guerrier. Sinon, il est mort d'une blessure, car une telle maladresse n'était pas nécessaire. Les, les Chouchi étaient habités aux armes depuis l'enfance. Les nomades Luarava, les clans étaient engagés dans le vol de troupeaux, de Koryaks et d'autres résidents locaux, se lançant dans des raids prédateurs, principalement en hiver, lorsqu'ils pouvaient se déplacer à une vitesse notable sur des traîneaux tirés par des rennes. Le plus souvent, le raid ressemblait à ceci. Ils se faufilaient jusqu'au camp, à l'aube, alors que les victimes dormaient dans un yaranga, une habitation faite de peaux de cerf et de perches. À l'aide d'un lasso, ils laissaient tomber le rayanga et ont commencé à frapper avec les lances à travers la peau des personnes qui ne pensaient à rien pendant qu'elles étaient éveillées.
À cette époque, d'autres Chukchi volaient déjà des cerfs. Certes, les habitants du Yaranga ont parfois commencé à tirer à travers des meurtriers spéciales dans les murs avec des arcs et des armes à feu. Et s'ils tuaient plusieurs Kutchi, ils préféraient s'enfuir. Ils arrivaient que les Tchouchtchis aient tendu une embuscade aux Cosaques ou aux résidents locaux qui se cachaient dans les forteresses des prisons russes. Pour ce faire, un petit détachement a attaqué la prison et après avoir reçu une rébuffade et a fait semblant de s'enfuir, et ils ont commencé à être poursuivis. Ils ont attiré l'ennemi dans une embuscade où des forces beaucoup plus importantes l'attendaient. Pendant les batailles, les Kutchi ont tenté d'attaquer avec le détachement spécial de l'avant, distrayant l'ennemi, et avec le second, de faire le tour par l'arrière, introduisant la confusion et la panique dans les rangs de l'ennemi. Les Kutchi ne savent pas comment assiéger les forteresses et les prendre d'assaut, mais ils n'en avaient pas besoin. Les Kutchi sédentaires étaient réputés par leurs habiles marins qui, sur leurs beaux bateaux légers, construits sans un seul clou, faits de cuir et de bois, contournaient l'Alaska et atteignaient le Canada. Les flottilles de pirogues rapides n'apportaient pas moins de dévastation que les Drakas vikings. Pour ceux qui s'intéressaient à leur histoire de ce peuple, nous vous conseillons de vous référer à un livre militaire des Tchouktchis d'Alexander Nefedking. Les armes de guerre les plus importantes des Louravaslan étaient un arc et des lances. Les pointes des flèches ont d'abord été faites en pierre et en os. Et avec l'avènement des Russes de fer, la métallurgie n'étant pas développée chez les Tchouktchis eux-mêmes, les lances ont été adaptées spécifiquement pour le combat au corps à corps. Les pointes ont également été essayées pour être en métal, les rendant longs et légers, de sorte qu'il était facile de couper avec elles. Ils avaient un autre type d'arme à poteau, quelque chose comme un couperet sur un poteau avec lequel elles réussissaient parfois à couper la tête de l'ennemi d'un seul coup. Et bien sûr, tout Kutchi avait un couteau avec lui. Les gourdins et les frondes étaient beaucoup moins utilisés pour lancer des pierres. Les guerriers eux-mêmes étaient divisés en lourdement armés, vêtus d'une armure tirant à l'arc, puis entrant dans un combat au corps à corps, ainsi que des flèches légères, esquivant et après la victoire, rattrapant les ennemis en fuite. L'équipement militaire des Kutchi est également incroyable. Par exemple, une coquille faite de peau de morse épaisse. De plus, les armures étaient faites d'os, de baleine ou d'os, alors que la qualité de fabrication était telle que l'arme à feu de petit calibre ne la transperçait toujours pas. Le casque était rarement porté, préférant protéger la tête à l'aide d'ailes de boucliers en bois recouverts de plaques et couverts à l'arrière de la tête et étaient attachés aux mains, permettant non seulement de tirer à l'arc, mais aussi d'être recouvert d'une aile comme un bouclier avec un léger mouvement. Habituellement, un guerrier portait une aile tenant la tête et l'ennemi
afin qu'ils puissent toujours se protéger d'une flèche avec une aile. Les traîneaux, donc des traîneaux dans un traîneau à renne ou à chien, n'étaient pas seulement utilisés pour se déplacer. Ils en ont fait des fortifications de campagne en les plaçant autour. De plus, depuis le traîneau, ils pouvaient tirer depuis la proue tout en se déplaçant. Il arriva que les Kouchis se défendaient en escaladant une colline et en versant de l'eau sur le chemin menant au sommet. L'eau a gelé et de lourds traîneaux remplis de pierres et cloutés à l'avant de lancer des cornes de cerf pointues ont été lancées vers l'ennemi qui avançait. Après qu'un tel bélier ait démoli le premier rang de l'ennemi, les Wavatland ont lancé l'attaque. Ils avaient aussi une arme secrète au combat. Les Kouchis ont utilisé une tactique unique. En ce qui concerne le combat au corps à corps, le guerrier se sont soudainement envolés des rangées derrière, ont balayé à la tête de l'ennemi de 20 à 40 mètres et ont atterri à l'arrière. Comment ont-ils fait? L'énigme hante les chercheurs. Enfin, ils ont suggéré que le guerrier sautait sur le manche de la lance de celle-ci, rebondit et vomit la personne. Mais voici la malchance. Personne n'a été capable de fabriquer une telle arme dans des conditions modernes depuis longtemps. Le secret a été révélé par le chercheur de la vie des peuples du Grand Nord et l'historien local Édouard Granchenko. Il s'avère que le manche de la lance miracle a littéralement poussé. Un armurier expérimenté a trouvé un jeune bouleau, a coupé les branches inférieures et la tige elle-même, et a commencé à se tordre. Enfin, lorsque l'arbre a atteint plus de 2 mètres de haut, il a été abattu. Le tronc a été séché à l'aide d'une technologie spéciale et le manche d'une lance de trampoline ont été fabriqués. Soi-disant en passant, cette structure n'a jamais été résolue par les tribus qui étaient en immunité avec les Tchouktchés. Par conséquent, les Houarlans volants inspirent l'horreur sacrée aux Kariaks, aux Esquimaux et aux Venks. Des stimulants ont également été utilisés avant le combat. Les Hurraflans mâchaient souvent un chapeau d'agaric de mouche. Empirément, ils ont découvert qu'à petite dose, le champignon agissait comme un stimulant. Ce à forte dose, il devait une source de vision. Parfois, ils utilisaient l'urine d'un combattant qui avait trop mangé d'aris tumouche. Et donc, les femmes Tchouktchis sont si sévères. La bataille était de plus souvent suivie par de jeunes hommes qui voulaient prouver leur courage, ainsi que par des guerriers expérimentés qui recevaient le butin des raids. Les femmes Tchouktchés n'étaient pas moins sévères, elles se battaient aussi, surtout si des ennemis attaquaient le Yaranga pendant que les hommes chassaient. Ils avaient pour instruction de toujours porter un couteau avec eux, de sorte qu'en cas de captivité, ils massacreraient d'abord leurs enfants, puis leurs parents âgés, et enfin eux-mêmes. Il est arrivé que des femmes soient emmenées lors d'un raid lorsque la famille se trouvait sans soutien de famille. Les filles
s'entraînaient de la même manière que les garçons, et ces guerriers pouvaient participer aux campagnes sur un pied d'égalité avec les hommes. Les Tchouktchis avaient également l'esclavage. Les esclaves étaient des femmes incapables d'accoucher et des hommes issus de familles pauvres qui étaient vendus pour dette. Mais les membres de la tribu Kouchi ont été exploités à contre-cœur. Les étrangers capturés lors de raids sont une toute autre affaire. Les jeunes femmes amenées du continent américain étaient particulièrement appréciées. Les captifs faisaient tous les travaux les plus difficiles et les plus sales. En parlant de femmes, savez-vous que ce sont les anciennes mères Kouchi qui ont inventé un appareil qui a sauvé les mères modernes un nombre de problèmes. Les couches. Une Kouchi nouveau-né était emballée dans un sac spécial avec des branches pour les bras et les jambes. Là, le bébé était à la fois chaud et confortable. Et pour que l'enfant ne soit pas dérangé pour des choses humides, ils ont mis une couche de mousse avec du poil de cerf dans cette salopette. Une telle couche était changée plusieurs fois par jour grâce à une valve spéciale. Et voici un autre phénomène intéressant de la vie de famille des Ouraveslan, la caste des transsexuels. Certaines personnes ont entendu des esprits du Nord chuchoter sur la nécessité de changer de sexe. Ensuite, une telle personne a commencé à porter des vêtements et à imiter les voix du sexe choisies par les esprits. Les hommes transgenres se sont mariés et ont fourni des services sexuels, tandis que les femmes transgenres ont fait le travail des hommes et sont allées à la guerre. Mais les forces surnaturelles intervenaient pas seulement dans la vie sexuelle. Toute la religion traditionnelle des Kouchi est imprégnée de croyances aux esprits. De plus, les Lukavland étaient caractérisés par le fanatisme et la perception de la mort comme une transition vers le monde meilleur de leurs ancêtres. Par conséquent, le perdant d'un duel demandait souvent à l'achever, et les personnes âgées faibles, à leur demander, étaient tuées par des proches. Les voyageurs russes ont noté que les Kouchi étaient si colériques et émotifs qu'ils se suicidaient parfois sous l'impulsion d'une mauvaise affaire ou d'une autre trouble similaire. En même temps, le militarisme de ce peuple est tellement enraciné dans sa culture que selon la tradition, un guerrier plus fort pourrait facilement exiger qu'un faible abandonne sa femme ou son cerf. S'il refuse de partager un défi à un match de catch suivant, le perdant était privé de biens ou d'une femme, et cela semblait juste pour tout le monde. Les tatouages sont une fierté distincte des Kouchés. Le plus souvent, ils décoraient les visages des guerriers ou des femmes, des combattants, particulièrement féroces. Pour chaque ennemi tué, on dessinait un point sur leur visage, sur leurs mains. Et pour les guerriers chevronnés, une ligne de poignet au coude pourrait s'aligner à partir de ce point. D'ailleurs, ces habitants du Grand Nord ont toujours apprécié l'humour. Les Kouchés ont un dicton: le rire rend un homme fort. Mais dans les épidémies les plus terribles, lorsque des gens mouraient dans des camps entiers, la mort était accueillie sans découragement ni peur. Et si les Kouchis n'ont pas de chansons tristes, on a appris à regarder la vie avec le sourire depuis l'enfance. Les Oravlans disaient:
Si un bébé pleure longtemps après avoir été puni, il est mal élevé. Alors, le dernier sujet, on va parler du mont Roraima plat, grâce auquel le mont perdu de Conan Dolé est apparu. Le mystérieux mont Roraima au Mexique ressemble à un plateau du monde perdu ou de terre de Sannikov. Du moins, c'est elle qui, comme on le croit, commémorant, a inspiré Conan Doyle pour écrire son célèbre roman. Comme un navire volant, il se suspend au-dessus de la terre, enveloppé de nuages et de brouillard. Seuls les plus robustes peuvent l'escalader, et là, au sommet, il n'y a pas de pic, mais un plat continu, comme si un géant avait pris et coupé son sommet avec une lame de géant tranchante. Il n'est pas surprenant que les anciens Indiens aient inventé des légendes incroyables à Rohim. Nulle part ailleurs dans le monde il n'y a une montagne aussi étrange. Un vaisseau volant, Roraima, est situé à la jonction du Brésil et du Venezuela et de la Guyane et fait partie d'une chaîne de montagnes. Sa hauteur est de plus de 2700 mètres et les parois sont pour la plupart abruptes. Des chutes d'eau orageuses y descendent et on l'appelle ainsi la seule montagne au monde sans sommet. La montagne est telle que Roraima sont appelées montagnes tabulaires. Et sur Terre, on les trouve principalement en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Habituellement, comme Roraima, ils sont constitués de roches sédimentaires et ont une partie supérieure tronquée en raison de la dénudation, donc érosion, altercation de roches. Roraima est la plus grande formation de ce type en Amérique du Sud. Pendant longtemps, les anciens Indiens ont vécu près de Roraima. Ils appelaient ces montagnes Tepuis et croyaient qu'elles avaient été créées par des divinités. Roraima, par exemple, était considérée comme la demeure de la déesse reine, qui aurait créé toute vie sur la planète. Bien que l'ascension de cette montagne ne soit pas facile, même de ce côté doux, ceux qui ont réussi, donc le chemin n'est pas facile. En revanche, on parlait de beauté incroyable qu'ils ont rencontrée sur le vent. Cela a encore alimenté l'intérêt et la peur superstitieux, forçant les Indiens à composer de plus en plus de légendes sur Roraima. Roraima a attiré l'attention de scientifiques lorsqu'en 1596, il a été découvert puis décrit par l'un des voyageurs anglais. Que se passe-t-il ici? La superficie du mont Roraima est de 34 mètres carrés, kilomètres, soit plusieurs fois la superficie de New York. Ce plateau abrite des espèces uniques de plantes et d'animaux, dont certaines ne se trouvent nulle part ailleurs que sur cette montagne. Les chercheurs ont été convaincus que lorsqu'ils ont réussi à la visiter, la première expédition a gravi cette montagne en 1884. Au fait, il y a des gens désespérés qui essaient de gravir Roraima. Le long des parois abruptes depuis son côté escarpé, certains d'entre eux sont en train de mourir. Le moyen le plus simple d'arriver au sommet est d'atterrir ici en hélicoptère
mais c'est bien sûr très cher. Certains guides mènent des visites au pied de Roraima. Ils sont également organisés pour les touristes russophones. Pour ce fait, vous devez traverser la rivière locale puis gravir la savane en faisant périodiquement des haltes et des nuitées. La majeure partie de la montée directement vers la montagne se fera à travers la forêt tropicale. Il y a des fougères uniques, des bromeliacées, des drosera, y compris des plantes endémiques dans cette région. L'ascension dure plusieurs heures. Près du sommet, les voyageurs verront des pas de géants d'origine miraculeuse. Ce sont des rochers qui ont une forme presque cubique. Il sera encore plus facile de les escalader. En fait, la surface de Romaina n'est pas entièrement plat. Il y a des collines, des marécages, des rivières et des lacs dans l'eau claire duquel, si la température le permet, vous pourrez vous nager. En tout est parsemé de crevasses, dont certaines sont assez larges. Il est donc déconseillé aux touristes de se promener sur le plateau la nuit pour ne pas tomber. Les crapauds se prélatonnent sur la montagne. Parmi les animaux des Roraima, vous pourrez rencontrer des capribas et autres petits rongeurs, ainsi que des nez, des lézards et des grenouilles. Certaines se trouvent nulle part ailleurs. L'une des endémiques est alors arlequin guyanais. C'est un petit crapaud qui ne sait ni sauter ni nager. Alors qu'en cas de danger, il peut se recroqueviller en boule et rouler dans une interstice entre les pierres. Il est également intéressant de noter que de nombreux insectes et animaux, par exemple le même arlequin guyanais et oiseaux ici, sont de couleur noire. Sur le plateau, vous pouvez voir de nombreux types de plantes fougères, orchidées, nénuphars, etc. Il n'y a pas beaucoup d'arbres ici, car cet endroit souffre souvent de la foudre. Soit dit en passant, il existe de nombreuses plantes carnivores qui se nourrissent d'insectes. Et la montagne aussi a sa propre attraction. On l'appelle la forêt de Rayama, une plateforme d'observation qui offre une vue incroyable à la forêt de Gram Savannah sur la montagne de la table voisine de Kukena. Cependant, reste ici longtemps n'en vaut pas la peine. La pluie et les orages sont fréquents sur Amana, qui, comme déjà mentionné, sont semés d'éclairs précisément sur la surface plane de la montagne. Il est interdit aux personnes qui sont tombées sur la montagne de laisser des ordures ici et d'emporter quoi que ce soit avec elles, car Rayama fait partie d'une zone protégée, donc le parc de Kaimana protégé par la loi. Énigme et mythe. Lorsque la première expédition a escaladé la montagne, les scientifiques ont découvert à la surface des restes d'animaux qu'ils n'ont pas pu identifier. Apparemment, ils se trouvent nulle part ailleurs dans le monde. Mais ici, ils ont vécu il y a plusieurs siècles, puis se sont éteints, ainsi que des peintures rupestres qui les a fabriquées. Reste un mystère. Ils disaient également que les participants de cette expédition se sont perdus dans le brouillard et n'ont pas pu sortir de leur retour, leur semble-t-il, pendant plusieurs semaines. Quand ils sont descendus, il s'est avéré qu'ils n'étaient pas revenus depuis 4 ans. Il s'avère que le temps est perçu différemment sur la montagne. Les tribus indiennes, Pémon et Capon, croyaient que Roraima était le tronc d'un arbre magique géant, autour duquel poussaient à l'origine
tous les fruits et les légumes qui existaient sur Terre. Ensuite, selon la légende, ces terres ont été capturées par la tribu Kamunaim. Les envahisseurs auraient abattu l'arbre, ce qui a provoqué une inondation mondiale. Et les amateurs modernes de mystisme assurent que Royana également a été irrigué par des extraterrestres. Les géologues expliquent simplement l'origine de cette montagne. Elle est apparue à la suite d'un puissant tremblement de terre, il y a environ 2 milliards d'années. Auparavant, elle faisait partie d'un immense plateau qui s'était effondré, ne laissant que les fragments, plusieurs messas. Les scientifiques doivent encore passer de nombreux mystères de la nature. Roraima n'a pas encore été complètement exploré. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, bonne journée, au revoir.